Bon, alors, premièrement, merci Bruno d'avoir accepté cet entretien donc pour la chaîne du média Le Grand Soir. Donc, je vais te présenter un peu succinctement. Donc, Bruno Guig, tu es ancien haut fonctionnaire et auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Chronique de l'impérialisme et Communisme, si je ne me trompe pas, les deux aux éditions Delga. Et puis, évidemment, nous, on souhaitait parler avec toi au sujet de l'impérialisme. Donc, c'est un vaste sujet, parce que, bon, on a été interpellé, évidemment, par tes différentes interventions sur Internet, ou que ça soit également par écrit. Je sais que tu as collaboré beaucoup avec Le Grand Soir, d'ailleurs, hein, avec le site Internet. Du coup, c'est avec plaisir qu'on te reçoit pour traiter de ce sujet-là. Et bon, alors, ce qui nous intéresse principalement pour aujourd'hui, c'est la question sur les deux pays qui sont un peu au cœur du changement géopolitique actuel, qui sont la Chine et la Russie. Et si on se concentre d'abord sur le second, sur la Russie, tu sais qu'il y a évidemment le conflit actuellement en Ukraine qui pose énormément de questions sur la nature de l'intervention russe, sur ce qu'elle est. C'est même quelque chose qui a provoqué un débat au sein de la gauche, à savoir est-ce que c'était une guerre impérialiste, une guerre colonialiste, ou bien est-ce que c'était une guerre de défense, comme le prétend Moscou. Donc, disons que la première question va porter un peu sur ton point de vue sur la nature de cette intervention russe. Alors, je pense que le premier point à souligner, à mon avis, c'est que lorsque Vladimir Poutine décide d'intervenir militairement en Ukraine en février 2022, il le fait dans un contexte qui est déjà extrêmement tendu. Autrement dit, cette guerre qui éclate à ce moment-là, à la face du monde, n'est pas un orage qui éclate dans un ciel serein. C'est l'aboutissement d'un processus beaucoup plus long, complexe d'ailleurs, puisqu'il fait intervenir différents acteurs depuis plusieurs décennies. Et je dirais que le point de départ de la crise qui vient à maturation avec l'offensive russe de février 2022, c'est le coup d'État russophobe de 2014. Bon, qui est, c'est largement documenté aujourd'hui, oui, un coup d'État, puisqu'on chasse le président démocratiquement élu pour le remplacer par un gouvernement nationaliste, clairement russophobe et aligné sur l'OTAN, à la suite d'échauffourées dans les rues de Kiev, baptisées par les partisans de cette affaire le Maïdan. Mais en réalité, les Américains sont à la manœuvre. Victoria Nuland elle-même, grand responsable américain, est sur place. Enfin, aujourd'hui, ceux qui nient le caractère délibéré, orchestré et programmé de ce coup d'État sont des gens qui, à mon avis, sont soit mal informés, soit de mauvaise foi. C'est le point de départ parce que la politique menée par ce gouvernement putschiste est une politique d'emblée qui est russophobe. Russophobe au sens où elle clame son hostilité à l'égard de la Russie, mais aussi à l'égard d'une partie de la population ukrainienne qui est russophone et dont elle prive d'ailleurs, qu'elle prive d'un certain nombre de ses droits. Donc l'acharnement de ce gouvernement putschiste contre les russophobes ukrainiens, accompagné d'une rhétorique anti-russe, crée une situation explosive. Il y a des affrontements, les fameux 14 000 morts que compte l'Ukraine de 2014 à 2022. Et c'est là l'origine, en réalité, du conflit qui démarre, qui plutôt redémarre, on prend une nouvelle dimension en quelque sorte, acquiert une nouvelle intensité à partir de février 2022. Donc, ne confondons pas la cause et l'effet. Ce n'est pas l'expansionnisme russe qui serait responsable de cette guerre, c'est l'irresponsabilité des nationalistes ukrainiens encouragés et sponsorisés par l'impérialisme américain qui sont responsables en fait d'une guerre dont Poutine a fini par admettre qu'elle était inévitable. Donc, il prend, oui, c'est clair, la responsabilité de l'intervention militaire sur le sol ukrainien parce qu'il pense, et probablement à juste titre, qu'il n'a plus le choix et que, comme l'avait dit Lavrov d'ailleurs à l'époque, la Russie ne peut plus reculer. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Très bien. Et évidemment, cette intervention, moi, tu le sais, elle a créé beaucoup de polémiques au sein du camp progressiste, même, on va dire, dans ce qu'on peut qualifier le camp communiste. Alors, sans entrer dans les détails de certaines, j'allais dire, perditions de partis communistes d'Europe de l'Ouest, mais disons, si on regarde de façon plus large les positions des partis communistes au niveau international, je pense notamment au Parti communiste grec, qui a qualifié donc, cette intervention comme étant une guerre entre deux impérialismes et dans lequel il considérait qu'il fallait
se positionner ni pour l'un ni pour l'autre. On a à l'inverse des partis communistes avec le russe en tête, qui au contraire soutient l'intervention. Oui, bah, c'est une thèse qui a le mérite de soulever un débat, qui est le débat finalement récurrent dans le mouvement communiste international sur la nature même de l'impérialisme. Or, il me semble quand même que l'impérialisme aujourd'hui, c'est un impérialisme hégémonique dont le centre de gravité est à Washington, donc, dont l'état-major est à Washington, qui englobe d'ailleurs ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident global. Et donc, c'est un impérialisme finalement occidental sous hégémonie américaine. Ce que Samir Amin lui appelait la triade impérialiste, États-Unis, Union européenne, Japon, en considérant que l'Union européenne et le Japon étaient davantage des relais de l'impérialisme américain, états-unien comme on dit, plutôt que véritablement des impérialismes rivaux. Et c'est vrai que quand on fait cette analyse, finalement, on reprend la vieille idée de Lénine selon laquelle l'impérialisme, c'est le stade suprême de l'affrontement entre des capitalismes rivaux, à cette nuance près tout de même que lorsque Lénine, en 1916, décrit l'impérialisme de son temps, il s'agit d'une situation où les impérialismes sont rivaux, parce qu'on veut se partager le gâteau colonial, parce qu'on veut conquérir de nouveaux territoires, parce qu'on veut s'approprier de nouveaux marchés. Les puissances européennes, qui sont les principaux acteurs, avec le Japon, de cette grande rivalité impérialiste ou interimpérialiste, vont finir par s'affronter durant la Grande Guerre. La Grande Guerre, guerre impérialiste, dit Lénine, par définition, parce qu'elle est l'aboutissement de l'accroissement des tensions, qui devient insupportable entre ces impérialismes rivaux. De cet impérialisme pluriel, en quelque sorte, et à caractère antagoniste, on est passé à un impérialisme qui aujourd'hui est plutôt monolithique, c'est l'impérialisme de l'Occident vassalisé par Washington, et donc c'est un impérialisme à vocation hégémonique à l'échelle planétaire. Ça, c'est nouveau comme situation. C'est-à-dire que pour la première fois, un empire prétend exercer sa domination sous différentes formes sur l'ensemble de la planète. Et c'est le fameux moment unipolaire, après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, où, sous les coups d'encensoir d'un auteur comme Fukuyama, on prétend que ça y est, c'est fini, c'est la fin de l'histoire. L'Empire américain va régner sur le monde et apporter aux peuples ébahis les bienfaits de la démocratie et de l'économie de marché. En réalité, il y a une part de vérité dans cette rhétorique, dans cette idéologie, c'est la prétention en fait de l'impérialisme à vouloir dominer. Donc, on en est toujours là. C'est pas parce que la Russie a déclenché une opération militaire qu'elle considère comme préventive et défensive à la fois contre une Ukraine phagocytée par l'OTAN que la Russie de Poutine peut être considérée à l'égal des États-Unis aujourd'hui comme une puissance impérialiste. Enfin, je trouve que cette thèse passe à côté de l'essentiel, en fait. Alors qu'on critique la façon dont les Russes défendent leur intégrité territoriale et leurs intérêts nationaux, pourquoi pas? Mais si les mots ont un sens, la Russie de Poutine aujourd'hui n'est pas impérialiste. Elle est intransigeante. Elle n'hésite pas à faire la guerre. On est d'accord, hein. Ce que ne font pas les Chinois, par exemple. Parce que, pour faire une comparaison, on en reparlera, la Chine est dans une position à l'égard de ce qui se passe à Taïwan finalement aussi complexe et aussi périlleuse que ne l'était la Russie vis-à-vis de l'Ukraine et de l'OTAN avant février 2022. Et pourtant, les Chinois ne passent pas à l'attaque. Les Russes le font. Bon, on peut toujours critiquer cet aspect des choses, mais avaient-ils le choix? Dans la mesure où ils sont confrontés effectivement à un impérialisme qui vient sur leur plate-bande, qui vient clairement, en phagocytant l'Ukraine, envisager la possibilité d'installer des missiles nucléaires à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Quel est l'État souverain qui accepterait de se faire comme ça tailler des croupières par une puissance impérialiste clairement hostile à ses frontières? Si les Russes et les Chinois installaient des bases militaires à proximité des frontières maritimes des États-Unis, ou au Canada, ou au Mexique, ou je ne sais où, dans ces eaux-là, on imagine très bien ce qui se passerait. Ce serait la guerre. Ce serait la guerre tout de suite, et les Américains la provoqueraient. Donc, mettre dos à dos une sorte d'impérialisme russe, imaginaire en réalité, et l'impérialisme américain qui, lui, est bien ce qu'il est, je pense que c'est une thèse qui est erronée. Donc, tu penses qu'on ne peut pas évidemment comparer cette situation à, d'ailleurs, ce qui est comparé dans certains écrits de communistes qui ont cette position. On n'est pas du tout dans 14-18, on n'est pas dans une guerre interimpérialiste. Non. Pour moi, on n'est pas dans un schéma qui est celui d'une guerre qui opposerait des impérialismes rivaux. On est dans un schéma où l'impérialisme occidental sous hégémonie américaine est en crise, voit effectivement s'effriter les bases matérielles de sa domination,
puisque la Chine, depuis 2014, rappelons-le, en parité de pouvoir d'achat, a le premier PIB du monde. D'accord? Donc, si on se passe du point de vue de l'économie réelle, de l'économie productive, et notamment de ces bases de l'économie qui sont l'industrie, l'agriculture, la construction, ce que Jacques Sapir appelle le noyau dur en fait du PIB, la Ouais. Chine est loin devant les États-Unis. D'accord? Qui a d'autres atouts? La puissance, effectivement, de ses réseaux, la puissance de sa monnaie, etc. Mais en réalité, l'effritement des bases matérielles de la domination impérialiste crée une situation dans laquelle cet impérialisme, pour conjurer le sort, pour empêcher, en fait, la puissance rivale d'accéder finalement au, au premier rôle, est prête à déclencher des guerres, alors non pas une guerre mondiale, hein, mais des guerres localisées qui permettraient de freiner le mouvement. Le cas de l'Ukraine est typique. Qu'est-ce que les Américains cherchent en Ukraine? Ils cherchent à battre militairement l'armée russe, mais comment peut-on croire des choses pareilles? La Russie ne peut pas être vaincue, en fait. C'est pas possible. C'est pas un pays de 40 millions d'habitants qui est dans le caniveau, comme l'Ukraine, qui peut battre militairement, fût-ce avec l'aide des Occidentaux, la Russie, fort de son histoire, de sa puissance, et de sa détermination aussi. Voilà. Je crois que c'est pas ça. La visée des Américains, c'était de créer un foyer de tension qui affaiblisse la Russie. Et ils ont beaucoup cru, à tort, en l'efficacité des sanctions économiques, comme d'ailleurs les vassaux des Américains que sont les Français. On se rappelle de la phrase célèbre de Bruno Le Maire promettant l'effondrement de l'économie russe. C'est ça, en fait, qui a foiré. C'est-à-dire que le fiasco de la stratégie de l'OTAN à l'égard de la Russie depuis février 2022, il est essentiellement économique. Mais quand vous perdez sur le terrain économique, vous avez de fortes chances de perdre sur le terrain politique et sur le terrain militaire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Sur le terrain politique et diplomatique, la Russie n'est pas du tout isolée. Elle a resserré au contraire ses liens avec ces grandes puissances que sont la Chine, l'Inde, l'Iran, le Brésil et tous les États en fait de la planète qui ne veulent pas vivre sous hégémonie américaine, d'accord, qui s'en méfient à juste titre. Et on a bien vu lors des votes à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, qu'une majorité, en fait, de pays représentant la majorité de la population, large majorité de la population mondiale, refuse de condamner la Russie. Alors même que la Russie, oui, clairement, a pris l'initiative des opérations militaires en février 2022 et ne l'a jamais nié, même si elle a expliqué pourquoi et comment. Donc, défaite économique, défaite politique ou diplomatique, et puis, à mon avis, ce qui est en train de se profiler là très clairement, depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne, c'est une cinglante défaite militaire pour l'Ukraine otanisée. Parce que si l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, officiellement, l'OTAN était déjà dans l'Ukraine. Ouais. Et cette armée otano-ukrainienne qui est en train de se faire démonter par l'armée russe, eh bien, c'est l'armée en fait que les Occidentaux ont voulu projeter comme ça face à la puissance russe, et c'est cette armée qui va perdre. Et c'est l'armée russe qui va gagner, et c'est la Russie qui sortira victorieuse, en dépit de toutes les dénégations idéologiques qu'on va entendre à droite et à gauche, d'un conflit que la Russie n'a pas voulu, mais qu'elle a considéré comme nécessaire, comme inéluctable, compte tenu de l'encerclement de la Russie par l'OTAN et compte tenu de la dérive du nationalisme ukrainien qui s'est fait l'instrument en fait d'une stratégie expansionniste, celle de l'OTAN, qui a créé délibérément en fait les conditions de cette guerre. Ouais. Alors justement, une intervention qui va dans le sens un peu de ce que tu dis, qui a d'ailleurs été publiée sur le site Le Grand Soir, qui est le dirigeant, donc le secrétaire général du Parti communiste d'Ukraine, qui en octobre 2022, à La Havane, lors d'une réunion, avait déclaré, donc je cite, à notre avis, la guerre dans le Donbass contre le régime de Kiev devrait être considérée comme une lutte de libération nationale. Et dans le reste du texte, il explique un peu également ce que tu venais un peu à dire, c'est-à-dire qu'il y avait un seul impérialisme à l'offensive qui venait à chercher les matières premières et le dépecement de ce qu'était le territoire russe et un peu de son orbite. Ma question, du coup, c'est est-ce que tu penses que, parce que là, on voit que le Parti communiste d'Ukraine, donc, il prend position en faveur de cette intervention, c'est le cas du Parti communiste russe, comme on le disait. Est-ce que pour certains mouvements communistes ou partis communistes, est-ce que l'intervention russe peut permettre, disons, d'accélérer un espèce de processus qui irait vers le socialisme, disons-le, puisqu'on sait qu'en plus les guerres en général accélèrent l'histoire. Est-ce que tu penses que c'est disons, un pari que peut se permettre de prendre le mouvement communiste en général? Oui, bah, j'aimerais bien, j'en suis pas totalement sûr, c'est-à-dire que je pense qu'en fait,
que cette guerre soit considérée comme une guerre de libération par les russophones du Donbass, c'est tout à fait logique. Qu'elle soit considérée par les Russes, qui sont solidaires par nature, je dirais, de leurs compatriotes du Donbass, c'est aussi logique. Maintenant que le succès probable de la Russie dans cette opération, cette aventure militaire, parce que toute guerre c'est une aventure militaire finalement, et celle-là autant qu'une autre, que ce succès de la Russie soit une bonne chose pour le peuple russe et pour les travailleurs de ce pays, je n'en doute pas. D'ailleurs, je trouve que la position du Parti communiste et de la Fédération de Russie, en fait, est une position tout à fait logique. Ce n'est pas parce qu'on est communiste et internationaliste qu'on renonce à défendre les intérêts nationaux de la patrie dans laquelle on vit, dont on parle la langue, dont on aime la culture. Enfin, je n'ai jamais opposé pour ma part l'amour de la patrie et l'internationalisme. Ça, c'est une vision gauchiste de l'histoire qui voudrait qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, finalement. Et c'est ne rien comprendre d'ailleurs à ce que c'est que l'internationalisme, parce que comme son nom l'indique, et ça, des gens comme Samir Amin ou Fidel Castro l'avaient très bien expliqué, l'internationalisme, c'est l'international, c'est-à-dire c'est la relation entre des nations souveraines ou des nations en lutte pour leur souveraineté, en vue, effectivement, de créer un monde meilleur. Voilà, aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe. Donc, que la résistance de la nation russe, relativement unie, je crois, hein, de Poutine aux communistes en tout cas, à l'agression de longue durée qui est celle de l'OTAN, perpétrée contre ce pays depuis des décennies, que cette résistance parvienne à la victoire, qu'elle se montre effectivement suffisamment efficace pour faire reculer l'adversaire impérialiste, est une excellente chose pour les travailleurs de Russie, pour les travailleurs du monde entier, pour tous les peuples qui aspirent à suivre une voie originale vers le développement et à choisir en fait en toute souveraineté le régime politique qui est celui auquel ils aspirent, les mœurs qu'ils veulent avoir et les relations internationales qu'ils souhaitent avoir. Je pense que on ne peut pas dissocier progrès humain et conquête de la souveraineté. Les deux vont de pair. Il ne peut pas y avoir de progrès pour un Ouais. peuple, quel qu'il soit, sans la conquête de sa souveraineté. Ça, je pense que c'est un principe fondamental que Lénine avait bien formulé dans ses thèses sur le droit des nations à disposer d'elles-mêmes dès 1916. Ne l'oublions pas, dès 1916. Dans cet affrontement justement donc entre on va dire les deux blocs, entre l'OTAN et le bloc de Moscou, évidemment tout le monde était attentif à ce qu'allait faire Pékin. Du coup, donc et même puisque comme tu le sais, il est souvent qualifié comme le véritable ennemi des États-Unis, par lequel le conflit en Ukraine n'est qu'une préparation ou plutôt un affaiblissement de ce que pourraient être les alliés de la Chine. La Chine s'est du coup illustrée en proposant un plan de paix. J'imagine, de ton point de vue, tu confirmes que pour l'instant, la Chine joue comme un élément plutôt pacificateur? Bah, c'est très clair, dans la mesure où ce pays, depuis le départ, propose à l'ensemble des nations d'imposer aux belligérants un cessez-le-feu. Cessez-le-feu, ça dit bien ce que ça veut dire. D'ailleurs, c'est la même revendication à propos du conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Il faut commencer par là. On ne peut pas bâtir quoi que ce soit, envisager quelque futur que ce soit, si on ne commence pas par déposer les armes. Bon. Donc un cessez-le-feu. La Chine a dit également qu'évidemment, elle ne se rangerait pas du côté de ceux qui font de cette guerre le prétexte à une espèce d'encerclement, d'affaiblissement de la Russie visant à affaiblir ce pays avec lequel d'ailleurs elle a de bonnes relations, elle a des intérêts communs, dont elle n'est pas alliée militaire, il faut le rappeler quand même. Il n'y a pas d'alliance militaire entre la Russie et la Chine. Hein. Le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle qui date de 2001 n'est pas un traité qui a un volet militaire. D'ailleurs, la Chine n'a aucune alliance militaire avec qui que ce soit. Par contre, les relations entre la Chine et la Russie, qui est quand même une grosse différence avec les années 60 et 70, sont excellentes. Et la Russie, forte de ses bonnes relations avec la Chine, forte de ses bonnes relations avec la Russie, et de l'influence qu'elle a à l'échelle internationale tout de même, puisque c'est la première économie réelle du monde, essaie de peser en faveur d'un cessez-le-feu, d'un règlement politique. Ça me paraît tout ça empreint quand même d'une grande sagesse et frappé au coin du bon sens comme politique. Voilà. Alors ceux qui voudraient que la Chine, comme on l'a lu, fasse pression sur la Russie, bah, à mon avis, ils en seront pour leurs frais, parce que d'abord la Chine n'obéira à personne pour faire quoi que ce soit. Elle a une vision de son rôle dans le monde, qui est un rôle pacificateur. Elle a une vision de ce que doivent être les relations internationales fondées sur le droit international et non pas sur
je ne sais quelle règle est dictée de manière unilatérale par la superpuissance impérialiste, et elle s'y tient. Voilà. Et puis elle a surtout une politique étrangère qui est fondée sur le respect absolu de la souveraineté des États membres de l'ONU, et donc sur le principe de non-ingérence, conformément à l'esprit de Bandung, la conférence de Bandung en 1955, qui autour de Zhou Enlai, Sukarno, Nasser et Nehru avaient affirmé les principes qui sont ceux du non-alignement. Donc la Chine est un grand pays non aligné, elle ne va donc pas s'aligner sur qui que ce soit dans ce conflit, elle pèse en faveur d'un règlement pacifique, ce qui implique effectivement qu'elle ne sanctionne pas la Russie, parce qu'elle considère à juste titre que la véritable responsabilité dans cette affaire est celle de l'OTAN, voilà, qui a enserré la Russie de base militaire, qui l'a menacée en installant des boucliers antimissiles en veux-tu, en voilà, et qui envisageait d'installer des missiles nucléaires en Ukraine, à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Et ben justement, en plus, cette Chine-là, on parlait tout à l'heure de la nature de l'intervention impérialiste ou non de la Russie. Comme tu le sais, évidemment, la Chine était également un peu l'objet de questionnements, on va dire, au sein de la gauche occidentale, sur le fait de savoir si elle est impérialiste ou non. Et donc, tu sais qu'évidemment, il y a toute l'idée qui a été diffusée dans certains médias où on parle de, par exemple, plutôt que la France-Afrique, sinon la Chine-Afrique, sur le fait de son implantation dans les pays du Sud. Quel est ton avis vis-à-vis de ça? Alors, je vais raisonner de manière un peu paradoxale. Si la Chine était impérialiste, elle ferait la guerre. Enfin, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'empire qui n'ait jamais fait la guerre. D'ailleurs, l'empire chinois, à l'époque où c'était effectivement un empire, je pense en particulier à l'époque des Ming et les Qing, le dernier empire qui s'est effondré en 1911, n'ont pas hésité à faire la guerre pour défendre en fait leur glacis, notamment du côté du Tibet ou du Xinjiang. C'est très clair. Mais la Chine aujourd'hui ne fait pas la guerre. Depuis 1979, ou une brève guerre l'a opposée au Vietnam, elle n'a jamais participé à un conflit armé. Au contraire, elle a envoyé des troupes dans le cadre d'opérations de maintien de la paix sous la houlette de l'ONU. Bon. Donc, déjà, il y a quelque chose qui cloche. Comment un impérialisme peut ne jamais faire la guerre? Bon, deuxième remarque, l'impérialisme, en principe, c'est une entreprise de domination qui vise à imposer à des États plus ou moins souverains, parce que s'ils étaient vraiment souverains, on ne pourrait rien leur imposer, un certain nombre de choses, et notamment des relations complètement inégales, la présence de bases militaires, des orientations politiques qui seraient conformes aux intérêts de l'état-major, du centre de gravité, centre névralgique de l'impérialisme dominant. Or, ce n'est pas le cas. La Chine s'ingère dans les affaires intérieures d'aucun État. Ou alors, comme donne un exemple, et on en discute. Bon. Troisièmement, l'impérialisme, ça passe aussi, on l'a bien vu depuis au moins 2 décennies, par la manipulation d'organisations non étatiques, parfois à caractère terroriste, visant à semer le chaos chez les autres. Enfin, politiques dont les États-Unis ont été absolument les maîtres d'œuvre, avec brio, le résultat que l'on sait, au Moyen-Orient notamment, pendant les années. Les Chinois ne l'ont jamais fait. On ne peut pas citer un seul exemple d'organisation non étatique à caractère terroriste soutenue par la Chine, où que ce soit. Donc ça fait déjà 3 éléments intéressants qui me paraissent qualifier l'impérialisme occidental à vocation hégémonique vassalisé par Washington de manière très claire, interventionnisme militaire, pression économique et manipulation d'organisations terroristes avec ingérence dans les affaires intérieures des États indépendants. Ça, par contre, la Chine, pas du tout. C'est-à-dire, soit les mots n'ont pas de sens, alors s'ils n'ont pas de sens, on peut raconter n'importe quoi, y compris que la Chine est impérialiste, ou alors ils ont un sens, et la Chine ne correspond pas du tout à la définition de l'impérialisme qu'on peut donner aujourd'hui, c'est-à-dire entreprise de domination à vocation planétaire, utilisant les armes de l'intervention militaire, de la pression économique, de la manipulation terroriste, et puis de la désinformation, évidemment, visant à déstabiliser les régimes en place. Enfin, les Chinois ne pratiquent pas le régime change. Les Chinois ne changent pas le régime politique des pays avec lesquels ils ont des relations. Les Occidentaux ne font que cela. Ils n'ont fait que cela et ils continuent à vouloir le faire. D'ailleurs, de nombreux responsables occidentaux ont expliqué que la stratégie d'affaiblissement de la Russie visait à provoquer un changement de régime en Russie. Et vous avez encore des gens en Occident qui racontent ce genre de fadaise. Ces gens s'imaginent qu'en soumettant le peuple russe à des sanctions économiques, et évidemment, ne sont pas sans effet, même si l'effet est beaucoup moins important que prévu,
on va les inciter à changer de gouvernement et à congédier M. Poutine au profit, je suppose, d'une marionnette occidentale. Ils vivent dans l'imaginaire. Ils vivent dans l'imaginaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Chine, de ce point de vue-là, n'est pas une puissance impérialiste. Et on ne peut pas mettre dos à dos à une superpuissance interventionniste comme les États-Unis et une grande puissance économique qui a des relations, alors asymétriques, certes, sur le plan économique. Bah, quand vous avez un PIB de 20 000 milliards de dollars et que vous faites un traité bilatéral avec un petit pays, il est évident que la relation est asymétrique. Mais l'asymétrie de la relation ne signifie pas le caractère impérialiste de cette relation. C'est pas parce qu'un grand pays a des accords commerciaux ou de partenariat pour construire des infrastructures, par exemple, infrastructures durables, dans ce pays qu'il y a impérialisme. Ce qui ne veut pas dire que on vit dans un monde idyllique dans lequel les relations entre la Chine et les 153 pays qui ont signé un traité bilatéral avec Pékin dans le cadre des routes de la soie sont parfaites, qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Ben, bien sûr, il y a des problèmes, il peut y avoir des dérives, ça et là, auxquelles on essaie de mettre fin, d'ailleurs du côté chinois en général assez rapidement, parce qu'on tient aussi à sa réputation. Mais dans l'ensemble, quand même, on ne peut pas dire que le partenariat planétaire de la Chine avec les pays des routes de la soie soit de l'impérialisme. Ou alors, encore une fois, les mots n'ont aucun sens. Il ne faut pas confondre l'influence économique d'un grand pays comme la Chine, qui, fort de sa puissance industrielle et de sa surface commerciale, a des relations tous azimuts avec de nombreux pays, et une stratégie impérialiste qui est clairement une stratégie de domination, soit par la voie de l'intervention armée, soit par la voie de la déstabilisation intérieure, et surtout de la pression économique. Je vais prendre un autre exemple. Les États-Unis infligent des sanctions économiques et financières unilatérales et illégales à une quarantaine de pays dans le monde. La Chine n'inflige aucune sanction unilatérale, je dis bien unilatérale et illégale, à aucun pays. Elle l'a fait parfois par mesure de rétorsion, notamment en direction des États-Unis, un petit peu de l'Australie, récemment à l'égard de la Lituanie. Il y a une politique hostile de la part de ces pays. Mais elle ne l'a jamais fait de son propre chef de manière unilatérale. Or, les sanctions américaines et occidentales à l'égard des 40 pays en question sont mortifères. Elles tuent, au moment où nous parlons, des milliers d'enfants, que ce soit au Venezuela, à Cuba, en Iran, en Syrie ou ailleurs. Et ça, c'est quand même une énorme différence. Les Chinois ne s'immiscent pas dans la politique économique des pays avec lesquels ils traitent, et en plus, ils n'infligent aucune sanction à ces mêmes pays. Là, il y a quand même quelque chose de, de très différent. Enfin, c'est le jour et la nuit quand même de ce point de vue-là, me semble-t-il. Alors, on sait que au début des années 2000, enfin même avant, mais je veux dire à l'arrivée de Vladimir Poutine et de son gouvernement, il y avait une volonté de la Russie de se rapprocher vers l'Occident. Et plusieurs observateurs ont noté que c'est justement l'intransigeance du bloc occidental qui a poussé Moscou un peu dans les bras de Pékin. Et donc, ma question, c'est est-ce que justement ce phénomène historique fait en sorte que l'axe Moscou-Pékin aujourd'hui, est-ce que ça peut être un élément, disons, non seulement de contre-impérialisme, de contre-hégémonie, mais également est-ce que ça peut être un axe progressiste? Est-ce que, on va dire, la politique ou l'influence de ce que peut représenter la politique du Parti communiste chinois peut influencer ce que va être plus tard la Russie? Alors, je pense que l'expression d'alliance contre-hégémonique est pertinente. C'est-à-dire qu'on a bien une situation aujourd'hui où le rapprochement substantiel entre ces deux grandes puissances que sont la Russie et la Chine, deux nations souveraines et intransigeantes quant à la défense de leur souveraineté, va plutôt dans le sens de l'émancipation globale, en fait, des peuples du monde, au sens où l'exemple qui est donné, c'est celui de l'indépendance, de la souveraineté. Bon, et ça, c'est quand même fondamental. On ne peut pas bâtir le socialisme, quelle que soit la forme d'ailleurs de ce socialisme, ou un progressisme quelconque, dans un État quelconque, si cet État n'est pas d'abord un État souverain. Ça, c'est quelque chose que, effectivement, les milieux gauchistes en Occident ont beaucoup de mal à admettre, et c'est pourtant la réalité. Il faut qu'ils relisent leurs classiques, Samir Amin, Patrice Lumumba, Fidel Castro, Ho Chi Minh et d'autres, qui leur apprendront ce qu'il en est réellement de cette affaire-là. Donc, qu'il y ait du coup un impact positif de cette résistance victorieuse de l'alliance contre-hégémonique sino-russe à l'expansionnisme impérialiste occidental sous hégémonie américaine, ça, je le crois profondément.
Maintenant, ça ne préjuge pas de ce qui va se passer à l'intérieur de chaque pays, puisque là, c'est le jeu des forces sociales, la lutte des classes propre à chaque pays, dans le cadre fixé par l'histoire et la géographie, qui déterminera l'avenir de chacun de ces pays. Et bon, c'est pas à des marxistes qu'on peut apprendre que c'est la lutte des classes, en dernière instance, qui détermine l'issue de la lutte finale entre les différentes forces sociales. Donc, soit cette lutte des classes est menée avec efficacité, avec les instruments appropriés, avec l'organisation adéquate à la situation historique, avec le jeu d'alliance indispensable pour que les forces progressistes soient majoritaires et non pas minoritaires, etc. Tout cela, quand même, relève de dynamiques qui sont des dynamiques nationales. Bon. Qu'il y ait un contexte international favorable lié à la grande alliance ou à la grande convergence des nations souveraines qui résistent à l'impérialisme, c'est clair. Et je pense que les deux mouvements ne peuvent aller qu'ensemble parce qu'ils vont dans la même direction, tout simplement. Et selon toi, maintenant, du point de vue, on va dire, de nous, c'est-à-dire, on va dire, les gens du camp progressiste, les communistes qui sont en France, quel est le minimum qu'on peut attendre de nous, c'est-à-dire vis-à-vis de ce changement un peu géopolitique qu'il y a? Quel positionnement on doit prendre ou quelle orientation on doit en prendre? Je pense que le premier point important, c'est de prendre pleinement la mesure de la situation concrète et faire ce que Lénine disait, c'était sa définition du marxisme, l'analyse concrète d'une situation concrète. Voilà. De la situation mondiale, j'entends bien, et pas seulement de la situation intérieure de notre pays, puisque les deux sont liés. Or, quelle est la situation mondiale? C'est la crise de l'impérialisme hégémonique à dominante américaine, d'accord, confronté à la montée en puissance d'un certain nombre de nations qui aspirent à un monde multipolaire et qui, par nature, et pas forcément parce que c'est leur intention, sont en train de tailler les croupières à cet impérialisme un petit peu partout dans le monde. Enfin, il n'y a qu'à voir la façon dont évolue l'Amérique latine, alors avec beaucoup de difficultés et parfois des retours en arrière. On l'a bien vu avec l'époque de Bolsonaro au Brésil, mais enfin, les choses vont plutôt dans le bon sens, globalement, si on regarde la situation, je dirais, à l'échelle de plusieurs décennies. On pourrait faire la même remarque en Asie. Des pays qui étaient très alignés le sont un peu moins. L'Indonésie, par exemple, beaucoup moins alignée aujourd'hui sur la géopolitique, les intérêts géopolitiques des États-Unis qu'avant. Bon, je ne parle pas de la Chine. La plupart des pays de l'Asie du Sud-Est sont souverains et extrêmement lucides sur ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a une situation internationale qu'il faut évaluer correctement. Mais on ne peut le faire, effectivement, que si on se dote des outils intellectuels permettant de le faire. Si on ne comprend pas que le centre de gravité de l'économie réelle est en train de basculer de l'ouest vers l'est et du nord vers le sud, et que l'avenir de l'humanité en grande partie va se jouer là, parce que c'est là que sont les forces de progrès, on passe à côté de l'essentiel. Et cela suppose aussi de redonner à la question de la souveraineté nationale, de l'indépendance nationale, de la lutte libération nationale, au moment où les Palestiniens se battent justement pour la libération nationale, toute l'importance que revêtent ces questions dans l'analyse même de la situation. Et deuxième point, il faut en tirer les conséquences pratiques. C'est-à-dire qu'il faut que les communistes français, par exemple, prennent la mesure du piège dans lequel ils sont tombés lorsqu'ils ont accepté, même si c'est du bout des lèvres, la logique de l'unification européenne, de la construction européenne telle qu'elle est réellement. Enfin, l'unification européenne réelle n'est pas du tout l'unification européenne imaginaire dont on se gargarise dans certaines sphères. Prenons conscience de la réalité et disons clairement que dans les conditions actuelles qui sont celles du fonctionnement des institutions européennes, il faut le Frexit. Il faut que la France sorte de ce piège, sorte de cette ornière et se batte pour la sortie immédiate et sans condition de l'Union européenne, la sortie immédiate et sans condition de l'OTAN et la sortie immédiate et sans condition, le plus tôt possible, de ce capitalisme prédateur qui est en train de faire des ravages. Donc il y a un défi qui est considérable. Est-ce que les communistes et les progressistes en France aujourd'hui sont capables de le relever? Ça, c'est une autre question. Tout à fait. Bah, très bien. Écoute, je te remercie pour ton intervention. Est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais toi ajouter auquel moi j'aurais pas posé de questions ou... Je voudrais dire un mot simplement de la situation en Palestine, parce que c'est le conflit aujourd'hui qui, à juste titre, provoque le plus d'émotions. Et je pense que tous les progressistes, en fait, devraient en faire, en quelque sorte, leur emblème. Il faut porter la bannière de la cause palestinienne si on veut être fidèle aux idées progressistes, aux idées marxistes, aux idées communistes. Enfin,
il n'y a pas à transiger là-dessus. Il faut se défier des discours qui consistent à dire « Oh là là, mais vous vous rendez compte, c'est la lutte entre la démocratie et l'islamisme ». Laissons tomber toutes ces âneries. C'est une lutte de libération nationale que mène le peuple palestinien pour la décolonisation de la Palestine. Donc la solidarité avec le peuple palestinien, y compris quand il choisit la lutte armée, parce qu'en fait, il n'a pas le choix, hein, y compris quand il est réduit à mener une lutte armée, parce qu'on ne lui laisse pas le choix des moyens pacifiques, en fait, ben, je crois que le devoir de solidarité, il nous incombe et il faut sans cesse le rappeler, en espérant que la pression internationale, parce qu'elle est réelle quand même aujourd'hui, parvienne à obtenir, à imposer un cessez-le-feu, parce que là encore, comme en Ukraine, c'est le préalable à toute discussion pouvant mener à un règlement durable. Très bien. Bruno, je te remercie. Merci beaucoup. À toi.